il y a des choses qui progressent et je pense que là, ça va débouler. Hein. Il suffit de le faire une première fois, puis de le faire pour les bonnes raisons, pas juste pour mettre une femme dans un contexte stéréotypé masculin. Je pense que quand on reconnaît les compétences, puis les femmes peuvent très bien faire le travail, alors ça va faire en sorte qu'il y en aura d'autres. Bonjour tout le monde, mon nom est Geneviève Tardif. Bienvenue à mon podcast Elle brille. Merci d'être là. Je vous avais promis plusieurs surprises pour le temps des fêtes. Aujourd'hui, on a un très beau cadeau de Noël. Vous la connaissez peut-être lorsqu'elle était patineuse. Isabelle Charret a remporté 3 médailles olympiques en patinage de vitesse sur courte piste entre 1994 et 2002, ou bien comme chef de mission aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, ou encore comme politicienne. Isabelle Charret a été élue députée de Brome-Missisquoi en 2018, puis a été nommée ministre déléguée à l'éducation et ministre responsable de la condition féminine. Bref, cette jeune athlète est devenue une jeune femme remarquable, une maman remarquable, un humain remarquable. Bonjour Isabelle. Bonjour Geneviève, une belle introduction, c'est trop gentil, surtout quand tu dis que je suis une jeune femme, j'adore. Ben, c'est vrai, moi je trouve que c'est vrai. Merci d'avoir accepté mon invitation pour mon balado, c'est vraiment apprécié. Ça me fait plaisir. En plus de ça, vous avez été nommé par les auditeurs qui voulaient vous écouter sur le podcast Elle brille. Je leur avais demandé sur les réseaux sociaux qui ils aimeraient écouter en entrevue et vous avez été nommé. Est-ce que ça vous étonne? Ben oui, en fait, tu sais, je pense que beaucoup a été dit sur ma vie, sur ma carrière. Bon, c'est sûr qu'on me connaît peut-être moins comme politicienne, mais habituellement les gens veulent pas tant savoir sur les politiciens. Alors, je suis contente de voir qu'il y a un intérêt d'en connaître davantage sur moi. Mais je pense que l'intérêt aussi est avec la situation actuelle. On ne peut pas en parler, là, on s'entend. Avec la pandémie, vous entamez votre carrière en politique pendant une période qui est, on va se dire, là, c'est complètement fou. La pression doit être énorme sur vos épaules. Comment vous allez en ce moment? Comment ça se passe? Ben c'est sûr que ça a été un printemps, un été, un automne excessivement chargé qui a rien à voir avec ce que c'était depuis mon entrée en politique. Donc évidemment, on a un poids sur les épaules qui est énorme parce que on a à vivre avec une situation qui est complètement inconnue, qui évolue de jour en jour, qui la première vague est complètement différente de la deuxième vague. Donc, on y va avec les informations qu'on a. On sait qu'il y a beaucoup en jeu, évidemment. Il y a toute la question de la santé, évidemment, de toute la population, puis de comment on va contrer la pandémie, mais aussi tout ce qu'il y a à côté. Donc, pour moi, les dossiers qui me préoccupent, évidemment, c'est nos jeunes et nos moins jeunes qui font de l'activité physique et évidemment aussi toute la situation des femmes qui sont placées dans une situation de vulnérabilité avec le confinement et tout. Alors, c'est sûr que c'est lourd, que c'est chargé, c'est émotif. Je pense qu'on est rendu à un point où, au début, c'était entre guillemets plus simple parce que tout le monde adhérait à la lutte contre la pandémie. Maintenant, on est rendu plus dans l'émotion, puis dans la fatigue, puis dans tout le monde est drainé, tout le monde est hâte de passer à autre chose. Alors, ça devient de plus en plus difficile. Alors voilà, c'est pas ce à quoi je m'attendais évidemment en m'en venant en politique, mais bon, bien sûr, je pense qu'on s'en va vers le mieux, je pense, moi, avec les vaccins qui arrivent et bon, éventuellement là, on va pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale, mais comme tout le monde, là, on a bien hâte de pouvoir y arriver. Ah non, c'est certain. Et là, je parle à la maman de 2 enfants, mais 2 ados, je crois. Ouais, 15 et 11 ans, Fait que oui. ça, moi j'en ai un grand ado à la maison qui s'entraîne dans le sous-sol. Oui. Comment ça se passe comme maman là, avec les jeunes qui ont de la difficulté et qui peuvent pas pratiquer leur sport pour la plupart, là? Comment vous avez vécu ça?
Ben c'est si je me réfère juste à mon dossier de maman, bon mon fils avait planifié de changer d'école à l'automne pour reprendre le football avec son ancienne équipe. En tout cas, il revenait Ah, OK. à son école qu'il avait laissé pendant 2 ans. Donc, il était très motivé à reprendre le football. Il s'était entraîné. Il y avait son petit programme d'entraînement cet été qu'il faisait par lui-même. Donc, tu sais, bien motivé. Donc, évidemment, quand l'automne est arrivé, la reprise du football a été plus compliquée. Puis, bon, finalement, il a pu jouer, je pense, 2 matchs. Mais c'est sûr que pour lui, c'était une grande déception. Alors, tu sais, je peux très bien comprendre tous les jeunes qui carburent au sport, puis qui doivent bouger autrement, puis qui doivent trouver des alternatives. Puis, c'est sûr que pour moi, bon, mon fils, j'essaie de l'encourager à faire autre chose, puis à trouver d'autres façons d'être actif, parce qu'évidemment, c'est important, là, au-delà de leur pratique de leur sport, il faut quand même demeurer actif. Alors, on essaie de trouver justement des alternatives, mais je sais que c'est très difficile là, pour les jeunes. Ça a été quoi vos alternatives? Ben, on a fait beaucoup de randonnées pédestres. Bon, Noah, il faisait ses petits entraînements, puis il faisait des petits poids, puis des choses comme ça. Puis on reste près d'une piste cyclable aussi. Donc là, il s'est adonné au skate aussi. Il a introduit Ellie, ma fille aussi, au skateboard. Donc ça, c'est une nouvelle activité. Bon, avec ses amis, quand il pouvait avoir un certain rassemblement extérieur, bon, il allait jouer au basket aussi. Donc des choses comme ça, là, mais puis souvent, ben c'est plus à deux parce qu'ils peuvent quand même faire des activités à deux. Donc avec des amis, avec un ami, il peut aller faire des petits entraînements, là. OK. On va parler des bons coups parce qu'il y en a quand même eu aussi en 2020. Ça a été une année difficile, mais on parle de positif. Il y a eu plusieurs premières dans le monde du sport pour les femmes, notamment avec Kim Heng, qui a été la première directrice générale avec les Marlins au baseball. L'avenir est prometteur pour les femmes dans le monde du sport, Isabelle? Ben, je pense qu'on est en train de briser le plafond de verre. On a vu en fin de semaine aussi, bon, le premier point scoré au football universitaire. Oui. Donc ça, c'est intéressant aussi. On voit une femme aussi qui a arbitré un match de la MLS. Mhm. Tranquillement, je pense que il y a des choses qui progressent et je pense que là, ça va débouler. Hein. Il suffit de le faire une première fois, puis de le faire pour les bonnes raisons, pas juste pour mettre une femme dans un contexte stéréotypé masculin. Je pense que quand on reconnaît les compétences, puis les femmes peuvent très bien faire le travail, alors ça va faire en sorte qu'il y en aura d'autres. Puis évidemment, moi, ça fait partie aussi des grands dossiers que je veux mener parce que je pense que en fait, quand je suis arrivée en politique, puis quand j'avais les dossiers de sport loisirs, pour moi, une des grandes préoccupations, c'est de voir que les jeunes femmes, en fait, les adolescentes quittaient le sport. Et une des principales raisons, c'est qu'elles n'ont pas de modèle. Puis, tu Ben sais, oui. quand on parle de modèle, ben, c'est sûr qu'il y a les grands modèles, là, tu sais, des grands athlètes ou ceux qui ont très bien performé, mais elles ont besoin d'une modèle aussi dans leur entourage. Alors, je pense que plus on aura des femmes qui s'investissent dans le sport, puis à tous les niveaux, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'arbitrage, que ce soit dans le coaching, ben je pense que plus ça donnera le goût aux jeunes filles de rester. Puis, tu sais, un arbitre au soccer là a à peu près la même dépense énergétique qu'un athlète, donc tu fais de Uh-huh. l'activité physique, donc c'est tout à fait aussi bénéfique que de jouer au soccer. Donc, ça, je pense que ça peut, de voir ces exemples-là de femmes qui réussissent dans le sport, dans toutes les sphères du sport, va probablement faire en sorte que nos jeunes filles vont accrocher aussi. Ben, on est là pour ça, Elbry, c'est pour ça. On, on va essayer d'en parler. On a d'ailleurs une arbitre qu'on va présenter très bientôt, une arbitre de softball qui part aux Olympiques de Tokyo. Alors, mais selon une étude, Isabelle, on dit que seulement 4% de la couverture médiatique est donnée au sport féminin, aux athlètes féminines. C'est quand même, c'est bas, là, 4%.
Ah oui, c'est incroyable qu'encore en 2020, on ait cette disproportion-là de sport masculin et de sport féminin. Puis bon, pour avoir vu beaucoup de sports dans ma vie, puis plein de sports, je vous dirais que le spectacle est tout aussi intéressant, sinon plus, quand tu regardes du sport féminin. Tu sais, souvent les femmes sont plus techniques, donc tu sais, c'est super intéressant. Puis on le voit. Tu sais, on se fiait un peu au tennis, qui est quand même assez exemplaire parce que il y a quand même, puis je sais pas exactement les statistiques là, mais tu sais, les tournois féminins sont aussi couverts que les tournois, ben, peut-être pas aussi, mais tu sais, sont Aussi quand même populaire. assez proches. C'est quand même assez populaire. Tu sais, les femmes dans le tennis, on les connaît, puis on les voit à la télé, puis on voit leur match et tout. Puis c'est super intéressant de voir du tennis féminin. Alors, je pense que il va falloir peut-être faire un push important pour faire en sorte justement qu'on en présente davantage, mais que les gens aussi en redemandent parce que c'est Oui. tout aussi intéressant de voir du sport féminin que du sport masculin. Non, c'est aussi aux téléspectateurs d'être intéressés. Oui, C'est ça, absolument. ça va dans les deux sens. Vous, qui sont les femmes qui ont été inspirantes dans le monde du sport? Ça peut être cette année, ça peut être dans votre vie. Ben dans ma vie, c'est sûr qu'il y a Nathalie Lambert qui a joué plusieurs rôles dans ma vie. Bon, d'une part, ça a été une grande patineuse de vitesse, mais elle a aussi agi comme entraîneur, comme mentor. C'est une grande amie. Elle a été chef de mission. On dirait que tu sais, je suis dans le sillon de Nathalie Lambert. J'ai à peu près tout fait ce qu'elle a fait, sauf la politique. Là, je l'ai précédée. Je sais pas si elle va faire le saut éventuellement, mais en tout cas. Donc Nathalie, évidemment, ça a toujours été pour moi un modèle, puis une personne qui est très très rigoureuse, puis qui est très appliquée, puis qui est très objective dans sa vision de voir les choses. Alors moi, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup influencée. Mais je pense à France Saint-Louis, qui était une des premières personnes connues qu'on a vues dans le monde du hockey. Je me souviens, plus jeune, elle faisait de la physio pas loin de moi, puis j'étais bien impressionnée de la voir. Donc c'était une sorte de modèle aussi, tu sais, qui est OK? dans un milieu qui était pas très féminin. J'ai ma sœur Nathalie aussi, qui elle, Nathalie fait pas tout à fait 5 pieds. Et elle a joué au soccer longtemps avec les gars. Elle a fait les Jeux du Québec. Ouais, elle a fait les Jeux du Québec à Rimouski avec les gars là. Puis elle avait 15 ans à peu près là. Donc déjà là, à 15 ans, les gars ont une bonne différence avec les filles. Puis du haut de ses 4 pieds et 11 et demi là, elle était très très compétitive. Puis elle a joué au hockey aussi, donc qui a un petit peu justement là. Casser le moule un petit peu du stéréotype féminin masculin. Avec ça, en quelque sorte, je pense que ça m'a aidé ou ça m'a orienté dans le monde du sport. Justement, on parle ça vous a orienté. Comment vous avez découvert le patinage de vitesse? C'est quand même pas un sport qui était un des plus populaires à l'époque. Ouais, non, ben c'est justement ma sœur Nathalie qui à l'époque voulait jouer au hockey et il y avait pas de place pour les filles au hockey, donc il y a quelqu'un qui avait proposé de faire du patinage de vitesse. Donc, elle a commencé. Puis éventuellement, je l'ai suivie. Puis éventuellement, elle a pu jouer au hockey. Là. Ils se sont déniaisés dans le milieu du hockey à Rimouski, puis elle a pu joindre une équipe. Là, mais c'est Nathalie qui m'a fait connaître le sport. C'est quoi votre plus beau moment en carrière? En carrière d'athlète, là, je parle. Ça, c'est excessivement difficile comme question parce que pour moi, les moments les plus précieux sont les petits moments du quotidien d'un athlète. Ah, C'est les petits fous rires, c'est les moments où ça va super mal, puis on essaye tu sais, toute l'équipe, puis bon, je sais que tu connais le milieu du patinage de vitesse quand un même petit peu. assez bien. Tu sais, on est une équipe quand même tissée serrée, puis pour moi, c'est ça. Tu sais, quand je pense à ma carrière sportive, là, c'est toutes les petites choses du quotidien qui
qui font que jour après jour, on a le goût d'aller s'entraîner avec cette gang-là, puis de se défoncer, puis de s'encourager, puis de chicaner des fois. Mais pour moi, c'est ça le plus important de ma carrière. C'est pas vraiment les succès, c'est pas les médailles. Mes médailles sont dans le fond d'un tiroir. Ils sont là. C'est sûr que c'est des bons souvenirs, là, mais pour moi, si je fais un récapitulatif de ma carrière, là, c'est les petites choses au quotidien que j'aimais. C'est nos c'est ça, c'est nos inside jokes. Là, je m'excuse de l'anglicisme, là, mais c'est ce qui fait qu'on est une communauté serrée. Puis pour moi, c'est ça les plus beaux moments de ma carrière sportive. Est-ce que ça a changé avec le temps? Est-ce que ça a toujours été ça, vos plus Je beaux dirais moments? que oui. Oui, OK. je suis quelqu'un aussi qui apprécie beaucoup au jour le jour, puis que le moment présent, puis qui est capable de, prendre pleinement la situation qui se passe, puis donc oui, je suis capable de me réjouir de petites choses, puis je dirais que oui. Bon, c'est sûr que quand j'ai une bonne course puis que j'ai une victoire, évidemment, je le savoure aussi là. Mais mais je pense que l'effet de gang pour moi était super important. Puis de vivre ça aussi avec des partenaires, des coéquipiers, des coéquipières, ben c'était aussi super valorisant. Alors puis bon, j'ai 3 médailles olympiques. Je pourrais pas dire laquelle que j'apprécie plus que l'autre. Mais c'était des médailles en équipe aussi, au relais? C'était des médailles au relais aussi. J'en ai pas individuelles. Bon, j'ai des médailles de championnat du monde. C'est sûr, il y a eu certaines euphories de victoire ou de record du monde ou de choses comme ça, là, mais comme il y en a eu quand même plusieurs, il y en a pas une, puis peut-être que si j'avais eu une médaille d'or individuelle, je dirais que c'est ça, évidemment, mais comme j'en ai pas eu, j'ai plusieurs performances qui se ressemblent, donc voilà, j'en ai pas une en particulier. Est-ce que votre plus grande épreuve comme athlète, ça ressemble un peu à vos plus grandes victoires? Votre plus grande épreuve, ça serait quoi? Ma plus grande épreuve, ça a été de pas me classer pour les Jeux en 92, où ça a été une grosse prise de conscience, où j'ai complètement dû changer ma façon de voir l'entraînement, où je me suis rendu compte que parce que nous c'était une nouvelle discipline olympique, hein, c'était la première fois que 92 le courte piste était présenté officiellement. Donc, je pense que j'avais pas encore processé le fait que je voulais aller aux Jeux olympiques un jour. Tu sais, j'étais un petit peu, je surfais sur la vague un peu, puis tu sais, je me classais sur l'équipe nationale puis tout ça, puis je sais pas, tu sais, je fournissais pas si tant d'efforts que ça, puis tu sais, j'étais quand même assez talentueuse, mais quand est arrivé les Jeux de 92 où je ne me suis pas classée, j'ai réalisé que j'étais dévastée et que je voulais faire les Jeux olympiques. Alors, ça a été bénéfique. Je pense que si j'avais fait les Jeux de 92, probablement que je serais restée sur le même pattern, mais là j'ai réalisé qu'il fallait que je m'investisse, qu'il fallait que je travaille, qu'il fallait que je sois beaucoup plus rigoureuse à l'entraînement, et ça a fait que j'ai progressé énormément à partir de là, et ça a été une grosse épreuve, mais ça a été très révélateur. Avec votre changement pour aller en politique, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous lancer là-dedans? J'ai lu que c'était après que vous étiez chef de mission, vous avez vécu des choses à Pyeongchang comme tout ce qui s'est passé avec Kim Boutin, avec les réseaux sociaux. Est-ce que c'est exact ou? Ben c'est sûr que les fonctions que j'avais comme chef de mission, ça ressemble quand même un petit peu à un rôle en politique, parce que bon, évidemment, tu te fais le porte-parole d'une délégation, comme un député se fait porte-parole de son comté puis de ses concitoyens. Donc, il y a beaucoup de travail diplomatique aussi. J'ai été appelée aussi à rencontrer beaucoup de politiciens, donc de voir un petit peu comment ça se passait pour eux, puis le genre de dossier qu'ils menaient. Puis j'ai réalisé aussi que j'avais, je pense, certaines aptitudes pour le faire, puis j'avais
j'avais un intérêt aussi pour le faire. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à explorer l'idée de peut-être me lancer en politique. Mais c'est sûr qu'on a eu des enjeux. Puis bon, on parle de Kim, mais on avait aussi on a eu une crise avec les Russes. Là, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait eu de l'espionnage. Et là, les Ah Russes, oui, oui. ouais, ben là, il y avait des courriels qui avaient été captés par les Russes. Puis là, tu sais, c'était toute la situation du dopage, puis est-ce qu'elle allait participer aux cérémonies de fermeture. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux diplomatiques. Bon, évidemment, il y a toutes sortes d'enjeux aussi au sein de la délégation. Il y a eu le vol d'une voiture. Tu sais, il y a eu plein de choses. Et je pense que c'est ça ressemble quand même beaucoup à la politique avec les différents enjeux avec lesquels on doit manœuvrer, puis se faire encore une fois le porte-parole, puis mener une délégation. Donc c'est à partir de là que j'ai pensé que ça pourrait être pour moi de faire de la politique. Bon, là, vous m'avez parlé de vol de voiture. C'était quoi ce vol de voiture-là? C'était avant la cérémonie de fermeture. Il y a quelqu'un en fait, volé. Ils avaient emprunté une voiture, mais ça me surprend que tu t'en souviennes pas. Là, c'était juste dans la nuit du samedi au dimanche. Là, il y avait c'était la gang en fait, je veux pas dire le sport, là, mais c'est ça. Il y avait des membres de la délégation canadienne qui avaient emprunté une voiture pour sortir d'un bar, et ça avait fait de OK. grands émois. Oui. Les manchettes. Ah oui, absolument. Bon. Parlons des fêtes. Oui. Les fêtes ne seront pas comme les autres cette année. Comment allez-vous passer votre temps des fêtes? Ben moi, c'est sûr que je vais essayer de prendre un petit peu de repos parce que là, je dirais que je suis un petit peu au bout, au bout de la corde, là, comme tout le monde, évidemment. Donc, je vais essayer d'aller dehors puis de profiter du plein air, puis d'aller marcher. S'il y a de la neige, aller faire de la raquette. Aller faire du ski. Bon, moi, j'habite Bromont, et donc évidemment, je suis quand même assez privilégiée, là. Puis passer du temps avec mes enfants aussi, parce que là, les dernières semaines, j'ai l'impression de les avoir négligés un peu. Alors, et ça, moi, ben évidemment, j'aime bien me retrouver là dans mon petit cocon familial. Puis bon, comme tout le monde là, c'est pas mal ça qu'on va pouvoir faire, être dans notre cocon là. Mais je vais essayer de pouvoir profiter de l'extérieur là pour bouger un peu, puis de me réénergiser, là. Isabelle, dernière question. À la veille de la nouvelle année, on fait des bilans. Vous, ça serait quoi votre bilan de l'année? Qu'est-ce que vous êtes le plus fier? Ce que vous voulez améliorer et ce que vous voulez réaliser en 2021? Il y a comme 3 sous-questions. Ouais. Ben, j'imagine qu'on parle de point de vue professionnel ou personnel? Ce qui vous vient en tête, là, ça peut être un long Ce qui me vient en tête. Ouais. Ben, c'est sûr que dans un bilan, ben, je suis très fière de ce qu'on a fait pour tout le plan d'action là pour la violence conjugale. On se souvient qu'il y a 1 an, le premier ministre m'avait donné le mandat de coordonner puis d'amplifier les mesures qu'on avait pour sécuriser les femmes dans des situations de violence conjugale, et on a fait de très grandes avancées. On a eu un budget phénoménal pour la violence conjugale. On a fait un travail aussi de terrain, puis comment on allait allouer ces sommes-là. Donc pour moi, c'est un bon coup dont je suis excessivement fière, puis de la façon que ça s'est fait aussi. Avec mes collègues aussi, puis tout le monde a mis des mesures, puis les différents ministères pour pouvoir faire évoluer le dossier. Alors ça, je dirais que c'est mon bon coup. C'est quoi les autres questions? Ce que j'ai amélioré? Oui, ce que vous voulez améliorer. Oui. On va y aller une par une. Ouais. Ce que je veux améliorer, ben je dirais que je suis un peu un cordonnier mal chaussé, parce qu'avec la pandémie, puis avec le télétravail, puis avec l'urgence de la situation, je dirais que je me suis négligée. Puis là, je commence à le ressentir. Donc, tu sais, des journées qui
qui finissent pas parce qu'on est toujours sur nos appareils à prendre les courriels puis essayer de voir. Donc, bon, puis on a des gens qui étaient dans des situations de crise, on veut les aider. Là, c'est un peu moins problématique qu'à la première vague où tout était fermé tout d'un coup, puis là il y avait pas de ressources et tout ça, donc il y avait une urgence d'agir là au début. Là ça s'est un peu tempéré, quoique il y a encore du monde dans des situations très précaires là. Mais bref, il y avait, c'est ça, les journées en fait on avait l'impression de toujours être mardi matin là, puis donc j'ai pas pris le temps justement d'être active. Je bougeais beaucoup moins que je le faisais habituellement. Donc ça je le ressens. Alors je vais essayer d'être un petit peu plus à l'écoute de mes besoins en fait, l'année prochaine. Faire de la planche à roulettes avec vos enfants, c'est ça. Avec mes enfants. Ben en fait, puis ça c'était super parce que c'était à l'initiative de mon garçon de Noah qui a 15 ans. On allait toujours prendre une marche après souper. Puis ça, on le fait là tout le printemps, puis une bonne partie de l'été. Puis là, quand on a commencé à déconfiner le sport, puis qu'ils ont commencé leurs activités, on a arrêté de le faire, puis on l'a pas repris. Mais ça, c'était bien parce qu'à tous les soirs, on allait marcher ensemble. Donc, on était dehors, puis on avait l'occasion, de faire le point sur la journée, puis d'échanger et tout ça. Alors, ça, si je pouvais réintroduire ça, là, c'était le fun parce que c'était mon gars qui le demandait. Alors, j'aimais beaucoup cette activité-là. Alors ça, ce serait quelque chose à réintégrer dans notre quotidien. Et dernière question, est-ce que vous voulez réaliser en 2021? Ouais, ben c'est sûr que là, on a de grands défis avec 2021. On sait dans le milieu sportif que ça a été pas mal mis sur pause partout. Donc là, on se retrouve avec, je pense, bon, évidemment, on veut repartir le sport, puis on veut faire en sorte que le milieu ne soit pas trop fragilisé par ce qui s'est passé. Mais en même temps, on a une opportunité parce que je pense que tout le monde a réalisé à quel point le sport et les loisirs, là, je dis le sport, mais les loisirs aussi, à quel point c'est essentiel dans notre vie, puis à quel point on en a besoin pour notre santé physique, pour notre santé mentale, mais aussi pour animer une communauté. Et là, il faut capitaliser là-dessus puis faire en sorte justement là que quand on va repartir, que tout soit prêt puis que tout le monde soit en poste pour pouvoir repartir la machine. Et puis évidemment, je pense que d'avoir fermé le sport nous fait réaliser son importance, mais qu'il faut aussi s'y investir beaucoup. Alors pour moi ça c'est un défi, mais c'est une opportunité aussi. Alors 2021 là, je vois de grandes choses pour le milieu du sport et du loisir. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser au balado Elle brille, c'est vraiment apprécié. Je l'ai dit en débutant, vous êtes une femme remarquable, une jeune femme remarquable, un humain remarquable, puis c'est le cas encore une fois dans cette entrevue. Joyeuses fêtes, prenez soin de vous et de vos enfants. Reposez-vous, puis de belles choses, oui, pour 2021. Ben, c'est très gentil, puis je vous envoie l'appareil, des beaux vœux pour toute la famille, puis évidemment tout le monde qui est à l'écoute. Merci, c'est vraiment apprécié. Wow, quelle belle entrevue avec la ministre Isabelle Charest. Je la remercie encore. Si vous avez aimé l'entrevue, si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à commenter sur les médias sociaux d'Elle brille. La semaine prochaine, mardi prochain, j'ai une autre belle surprise pour vous. Ma première entrevue en anglais avec une athlète très, très inspirante de Calgary. Je vous en dis pas plus, mais je suis certaine que vous allez l'adorer. Sur ce, je vous dis bye, à mardi prochain.